c'est un honneur surtout de vous retrouver si nombreux ici, aussi bien d'être connus que d'autres passionnés de Corée. Et tous ensemble, j'espère qu'on va pouvoir aussi échanger sur la Corée d'aujourd'hui. Et je voulais remercier bien sûr le Centre culturel coréen de cette invitation, le directeur du centre, mais aussi Yoo-min Kim, qui a depuis longtemps milité pour que je fasse cette conférence. Je suis très honoré et c'est un plaisir parce que j'ai fait une conférence il y a longtemps dans l'ancien centre culturel et maintenant il y a cet endroit magnifique. Et alors ce décalage justement c'est un peu le cœur de ce que je voudrais discuter un petit peu aujourd'hui. C'est cet extraordinaire succès de la Corée, du soft power coréen. Et pour cela, je vais faire un petit flashback, revenir à une époque que certains connaissent ici, une époque où j'étais à Bruxelles. Et je me souviens d'une journée où on m'a dit, c'était en 2008, et un collègue, un grand journaliste que je ne citerai pas, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre en Corée ?» Franchement, c'était en fin 2008 et j'avais eu cette idée de partir m'installer à Séoul. Et je dois dire que la plupart de mes collègues, mes amis et d'autres étaient un petit peu inquiets quand même de ma décision. Et à l'époque, ça paraissait complètement une disparition, une espèce de lubie. Si au moins j'étais allé à Pyongyang, ça aurait été un peu plus intéressant, mais aller à Séoul, franchement, mais quelle idée! Et donc je suis parti à Séoul en 2009, et à l'époque, c'est vrai que j'ai été dans ce que j'ai appelé, dans ce petit livre que j'avais publié quelques années plus tard, ce que je décrivais un peu la Corée du Sud comme un angle mort de l'Asie. C'est-à-dire que c'était un endroit, les gens savaient vaguement que ça existait, mais personne n'avait l'idée d'aller visiter Séoul, hormis si on avait un business trip. Vous savez comment les équipages d'Air France, quand ils étaient assignés à un vol pour Séoul, vous savez ce qu'était leur expression? Ils disaient Séoul, les boules. C'était vraiment la corvée, une ville grise, industrielle, polluée, où on trouvait même pas un café, avec des autoroutes urbaines partout. C'était vraiment, on n'y allait que si on n'avait pas le choix. Et j'y étais à ce moment-là. J'ai aussi eu ma claque. Je me souviens de promener au centre-ville à Gwanghwamun, qui est le centre historique, qui est un peu le cœur des affaires. Et on marchait là, quelquefois, c'est vrai que je me souviens que quand on croisait un visage occidental, on se faisait un petit, comme on dit, eye contact, on se regardait, on se disait, mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Ça arrivait pas tout, c'était pas quelque chose de si fréquent que ça venait tout seul. Et je vous parle, j'ai l'impression de parler comme un dinosaure, mais je vous parle quand même des années 2010, 2011. Je suis vieux, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'ai vécu cela, et après, je suis parti en Chine, pour le travail, pour le journalisme, pour le Figaro, et j'étais à Shanghai, j'étais à Pékin, et après il s'est trouvé que voilà, pendant pas mal d'années j'étais là-bas, et les aléas du Covid, les aléas de la politique en Chine, ont fait que aux alentours de 2020, à partir du Covid, je suis aussi retrouvé à Séoul, réinstallé à Séoul. Et là, c'est un petit peu le choc, parce que je découvre partout, à partir de la fin du Covid, une fois que les fameuses quarantaines sont terminées, dans la rue, j'entends parler français partout, allemand, espagnol. Là encore, la semaine dernière à Séoul, je vois plein de familles, des Français qui sont là avec leurs enfants, en vacances, et surtout beaucoup de jeunes qui sont en échange universitaire. Et tous les jeunes veulent venir en Corée pour découvrir. C'est la ville, comme j'ai fait un article il n'y a pas très longtemps là-dessus, c'est la nouvelle frontière de la génération Z, comme on dit.
C'est la ville tendance du moment. On reçoit aussi des gens qui viennent de toutes les entreprises, qui veulent sentir l'air du temps. Donc il y a cette espèce de... Et j'avoue que j'ai été surpris, choqué aussi de voir comment un tel changement. Et donc ce soir, je voudrais un petit peu creuser un peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que la Corée devienne comme cela à la mode, alors que c'est le même pays. Est-ce que le pays a tant changé que ça? C'est la question un petit peu que je voudrais développer un peu ce soir, parce que ce soft power, il est là, vous en êtes cette salle comble en est un vibrant exemple. Et on voit toutes les productions évidemment artistiques qui maintenant sont, que ce soit au cinéma, que ce soit les séries, que ce soit bien sûr la musique, les productions coréennes sont partout. Donc le soft power coréen est une réalité de notre vie aujourd'hui, sur le plan planétaire. Je me souviens encore à l'époque, j'avais fait un des premiers articles que j'ai fait dans ma vie sur ce qu'on appelait à l'époque la K-pop, mais il fallait expliquer ce que c'était. C'était au moment à peu près de Gangnam Style. Et je me souviens que j'avais interviewé un patron d'une agence de musique, un studio. Et je me souviens qu'il m'avait dit la prochaine Lady Gaga sera coréenne. Et je l'avais mis dans l'article parce que c'était quand même une bonne quote, comme on dit, c'est une bonne citation. Mais honnêtement, j'avais un petit peu le sourire aux lèvres quand il me disait ça. C'était en 2012. Ça me paraissait d'une prétention, ou en tout cas d'une illusion. En bon journaliste français parisien, on prenait ça avec un petit peu de hauteur. Bon, j'ai écrit, j'ai bien fait de l'écrire quand même, mais on est toujours aujourd'hui surpris par ça. Donc la question, c'est que ce soft power coréen, qui est une réalité désormais de nos vies quotidiennes, pourquoi? Alors, c'est d'abord une très bonne nouvelle pour tous les pays, parce que ça montre que c'est le primat de la volonté. On sait pourquoi il y a ce soft power coréen qui a été si efficace. Il y a eu des investissements de l'État, comme on le voit ici, dont on bénéficie aujourd'hui. Il y a eu un push gouvernemental. On sait aussi, comme vous le savez, donc les productions culturelles dont j'ai parlé. Et puis, il y a bien sûr l'investissement que la Corée a fait sur les technologies de communication qui ont fait que tous les nouvelles générations passionnées de Corée, ils sont allés chercher les contenus sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et l'investissement massif que la Corée a fait sur ces outils de communication a permis de faire débouler ces contenus sur nos écrans, etc. Donc on sait qu'il y a tout ça, la Corée a su être motrice pour saisir ces opportunités. Mais aujourd'hui, je voudrais aller un petit peu au-delà de ça et me demander aussi pourquoi la Corée est tellement tendance aujourd'hui. Pourquoi on est aujourd'hui ce que j'ai appelé... voilà, on est sur une planète pali, vite. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, voilà, la Corée fait partie des pays qui donnent le ton. C'est une dimension globale. Et en fait, j'ai voulu retourner. Moi, je me demandais, une idée que je voudrais développer ici, c'est en fait, j'ai l'impression qu'une des raisons un des ressorts du soft power coréen, un des ressorts du succès, c'est que le monde est devenu coréen à la faveur de l'ère digitale. Ce que notre monde, notre planète a vécu depuis à peu près 15 ans ou depuis le début du XXIe siècle, c'est une accélération phénoménale qu'on vit tous dans notre quotidien à cause de ça, et qui nous envahit chaque minute, qui a fait une accélération de notre façon de vivre à l'échelle mondiale. Une façon... et cette accélération digitale, en fait, eh bien, je pense que c'est l'habitat naturel des Sud-Coréens depuis des décennies. C'est-à-dire que la Corée du Sud, en tout cas la Corée contemporaine, depuis son histoire, depuis sa fondation, surtout depuis la guerre de Corée, elle vit pali, elle est habituée à ce
ce que j'appelle tyrannie de l'urgence. Aujourd'hui, on vit, chacun de nous, dans une immédiateté permanente. Il faut être tout le temps. Tout se passe maintenant. Il faut être ultra réactif. Tout est urgent. Il n'y a pas de... Soit c'est urgent, soit c'est rien. C'est une des descriptions de notre époque aujourd'hui. Et si on regarde l'histoire contemporaine de la Corée, on voit que c'est la façon dont ont fonctionné les Sud-Coréens depuis leur fondation, ou en tout cas depuis la guerre de Corée. Donc, une explication, si vous regardez d'où vient cette situation de ce qu'on appelle Pali-Pali, la société Pali-Pali, la société du vide-vide, la société de l'immédiateté. C'est ce qu'on décrit souvent sur les Sud-Coréens. Si vous prenez est-ce que ça a toujours été comme ça? Si on regarde les récits des grands voyageurs qui sont allés en Corée au début du XXe siècle, il y a des gens connus, des gens comme Jack London ou des missionnaires, des écrivains qui sont promenés en Corée. Il n'y en avait pas beaucoup, des Occidentaux. La plupart écrivent « La Corée, c'est un pays, les gens sont lents, ils ne font rien, on ne peut rien en tirer. Ce sont des gens qui se languissent. C'est tout l'inverse d'un pays industrieux. » Donc, c'est pas dans le temps long qu'on va trouver cette culture, mais on voit qu'au XXe siècle, sous le choc des crises géopolitiques, c'est-à-dire la colonisation japonaise, puis ensuite la libération et la guerre de Corée, la Corée a été mise sous tension et ça a accéléré. Alors d'où vient ce Pali-Pali? Il y a des racines évidemment qui datent de la colonisation japonaise, mais je crois que c'est très important de revenir aussi à ce qui s'est passé juste après la guerre de Corée. Qu'est-ce qu'a vécu la Corée du Sud dans les années 53, dans les années 50, 60, 70? C'est une péninsule coupée en deux. C'est un pays qui a vraiment vécu tout proche de ce qu'on va appeler l'annihilation. C'est-à-dire qu'on était face à un adversaire, la Corée du Nord, et ces deux pays se disputaient la légitimité. Donc si vous perdez cette guerre, c'est pas seulement que vous perdez une guerre, vous allez être avalé par l'autre. Et à l'époque, à la fin de la guerre de Corée, la Corée du Sud est plus pauvre que la Corée du Nord. La Corée du Sud a moins de ressources, elle n'a pas de ressources minérales, elle est moins avancée industriellement. À l'époque, l'URSS derrière étant encore une très grande puissance. Dans les années 50-60, à la sortie de la guerre, comme vous le savez, la Corée du Sud, c'est un champ de ruines. Une guerre qui a fait 3 millions de morts. On sait que c'était un peu le PIB à peu près du Ghana. C'est un pays en ruine et le comportement des Coréens, ça a été si vous ne vous bougez pas tout de suite maintenant, il n'y a pas de demain. Donc la seule chose qui compte, c'est aujourd'hui pour qu'il existe un demain. Et le passé, on l'oublie, il est trop douloureux et on n'a pas le temps d'y penser. Et donc ça a mis en branle la Corée du Sud sur un mode de survie. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de s'en souvenir parce que la Corée du Sud a fait tellement d'avancées économiques qu'on a du mal à imaginer ce que c'était. Mais la Corée du Sud, jusqu'aux années 70, était plus pauvre, moins développée que la Corée du Nord. Elle était sous la menace de cet adversaire. Bon, elle est toujours. Mais il y a quelque chose qui a été mis en place de cet enjeu de survie qui est de l'enjeu de l'immédiateté. Et maintenant que la Corée est prospère, que la Corée a atteint un niveau de développement, elle fait partie de l'OCDE, elle ne s'est pas arrêtée. Une fois qu'elle est lancée là-dessus, même si aujourd'hui on a la prospérité, les Sud-Coréens ne savent pas s'arrêter. Et ils sont toujours dans cette sous-tension. Et cette sous-tension, elle est là depuis des décennies. Et elle est dans l'idée, quand vous vivez en Corée, vous voyez bien que les choses, pour le meilleur et pour le pire, tout se passe maintenant. C'est-à-dire que quand il y a un problème, quand on dit il y a un problème, on doit le régler tout de suite. Dans le jour même,
le lendemain. Il n'y a pas de procrastination. Par contre, quand il s'agit de planifier quelque chose dans quelques années, là, c'est beaucoup plus compliqué de prendre une décision. Parce que pour les Coréens, si vous leur parlez de quelque chose qui va se passer dans 3, 4, 5 ans, il faut se préparer maintenant, on perd l'intérêt. Ça paraît trop loin. Donc il y a cette capacité, je crois que les Coréens, depuis des décennies, vivent dans cette capacité de mobilisation sur l'instant. Et cette capacité-là fait que dans l'ère digitale, c'est aussi une force, parce que c'est une capacité, en tout cas, à vivre, à mettre tout son impact maintenant. Dans l'urgence, c'est l'état naturel. C'est l'état naturel de votre vie. Donc je pense que ça, c'est un aspect qui a fait que les Coréens s'adaptent particulièrement bien à l'époque que nous vivons actuellement. Après, il y a d'autres aspects de notre époque où je pense qu'aussi l'histoire coréenne, la culture coréenne joue. On est dans l'époque aussi une époque connectée, l'époque des tendances, des trends. La Corée, société confucéenne, société collective du groupe, les Coréens ont naturellement cette idée qu'il faut faire partie du groupe, donc il faut sentir les tendances. Vous savez, en coréen, il y a un terme très important on appelle ça le nunchi. Nunchi, c'est cette capacité de lire la pièce, de sentir l'atmosphère. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on rentre dans un contexte, on doit se fondre dans ce contexte. Donc on a cette habilité à lire le paysage et à s'y conformer. Et si vous regardez aujourd'hui les tendances, on est dans un monde de tendances, dans un monde où il faut être dans le coup, et ces tendances changent tout le temps. Elles sont véhiculées notamment par les réseaux sociaux, par tout cet environnement-là, mais on est dans un monde où les tendances n'arrêtent pas de changer, on passe d'une tendance à une autre. Et bien en Corée, c'est aussi le quotidien. En permanence, on s'adapte à la mode du moment, et tout le monde va le faire, et ensuite, on va passer à autre chose. Et en même temps, justement, la Corée du Sud, la société sud-coréenne est animée par une espèce de tension entre cette tendance que j'appellerais au mimétisme. Il faut justement faire partie du groupe, il ne faut pas trop détonner, il ne faut pas être trop différent, mais aussi concurrence, compétition. On veut être un tout petit peu quand même au devant. Donc, en permanence, il faut être à la fois dans la tendance et en même temps pousser un peu plus loin, être un peu précurseur. Et si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la mode, à l'échelle mondiale, dans la fast fashion, la façon où les tendances changent dans le monde, on voit que là aussi, les Coréens ont cette habitude naturelle à se mouvoir dans ce type de mécanisme. Des tendances, des trends, comme on dit. Maintenant, on voit partout des pop-up stores. C'est normal que vous soyez dans le Marais, que vous soyez à Londres, que vous soyez partout. Bon, à Séoul, vous avez le quartier notamment de Songsu. Maintenant, il n'y a plus que des pop-up stores. C'est-à-dire que le pop-up store, c'est devenu le nouveau store parce que, justement, ça apporte quelque chose de nouveau. À Séoul, si vous vivez là-bas, vous le savez, les meilleurs restaurants, en tout cas les restaurants à la mode, ne durent pas. Parce que quand un restaurant marche, eh bien, au bout de 1 ou 2 ans, il disparaît ou il change pour être dans un nouveau concept. Mais parce que c'est pas parce qu'il ne marchait pas bien, c'est parce que justement il marche bien, mais les gens veulent quelque chose de nouveau. Il faut que ça tourne. Si vous êtes à Paris, vous avez beaucoup de restaurants, ce sont des institutions. Si elles marchent bien, elles vont marcher pendant des années, des décennies. Et les gens reviennent parce qu'il y a cette espèce de constance. En Corée, on veut du nouveau. C'est pour ça qu'on appelle souvent cette société des sociétés de early adopters, qui veut toujours les nouveaux outils technologiques.
tout ça, ça date. Déjà, c'était là, avant, avant cette grande accélération digitale. Donc, ça, là encore, les Coréens avaient cette habitude-là. Un autre aspect de notre époque, c'est encore une fois lié au groupe, la puissance des réseaux sociaux. Là encore, effectivement, dans une société confucienne où vous devez vous relier au groupe, c'est important de vous positionner aussi par rapport au groupe. Il y a cette longue tradition séculaire. Eh bien, les Coréens ont dans leur vie sociale de nombreux cercles et ils savent très bien faire partie de je fais partie de tel cercle, ensuite de tel cercle, je ne recoupe pas. Et pour parler des réseaux sociaux, il faut savoir qu'avant Facebook, en Corée, il y a eu un réseau social précurseur, c'est un peu l'ancêtre de Facebook, qui s'appelait Cyworld, qui était à la fin des, je sais plus si c'est la fin des années 90 ou début années 2000, qui a été véritablement en fait la même idée que ce qui a ensuite rendu Facebook célèbre à partir des années 2000, je crois que c'était 2004 ou... Et là encore, on voit que pour les Coréens, cette idée de faire partie d'un cercle, d'entretenir son réseau, c'est quelque chose qui est ancré de très longue date. Et on voit que ce sont des tendances que nous, aujourd'hui, en Occident, on vit tous les jours. Mais là-bas, ce sont des choses finalement qui étaient en place depuis longtemps. Les Coréens aussi, je pense, encore liés à peut-être une tradition confucienne, l'enjeu, la force des Coréens sur la mise en scène, l'aspect visuel. En Corée, on insiste beaucoup sur la façon de l'apparence physique, parce que l'apparence physique dit qui vous êtes aussi, comment vous vous positionnez dans une société. Comme la société est très hiérarchisée, dans la tradition confucienne, là je parle du passé bien sûr, pas d'aujourd'hui, mais dans le passé, dans la tradition confucienne, chaque personne a un rang, et souvent pour montrer ce rang, c'était aussi une façon de s'habiller, une façon de positionner visuellement dans la société qui on est, où on est. Bon, ben, ces outils-là, ça fait qu'aujourd'hui, dans un monde où on est aujourd'hui, où on doit aussi, ce sont des habitudes qui vous ont développé une conscience du visuel, une conscience de la mise en scène. Alors, la mise en scène, ça joue sur la force du cinéma coréen, qui est connu depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'en Corée, quand on fait des choses, même quand on travaille avec des Coréens pour des choses très simples, même des petits événements, on sent que en Corée, on fait toujours très attention à la façon visuelle, la façon dont ça va être vu, la façon dont on va faire l'éclairage, on va vraiment avoir une attention à ce qui, pour nous, va être peut-être perçu de façon secondaire comme du détail, pour se concentrer sur la substance. En Corée, le visuel, l'apparence, c'est aussi la substance. Et ça, ce sont des choses qui viennent de loin. Mais aujourd'hui, dans le monde d'Instagram, dans le monde où l'image a pris une puissance phénoménale dans nos vies, beaucoup plus qu'il y a 15 ans, parce que désormais, avec nos téléphones, on a des images en permanence, eh bien, là encore, je pense que la Corée a des racines qui l'ont prédisposé à aujourd'hui se sentir à l'aise dans ce monde dans lequel nous évoluons. Pour le moment, dans cette séquence de l'ère digitale, la Corée, je pense, est particulièrement armée. Et ça peut expliquer qu'elle se débrouille plutôt bien en ce moment. Mais ça, c'était un peu le constat. Et j'avance cela comme une hypothèse. Et j'espère que certains d'entre vous voudront me contredire, parce que c'est vraiment pour essayer d'aller au-delà de cette idée simplement du soft power coréen qui serait magique, qui serait juste tombé du ciel comme ceci.
Et c'est comme je l'ai dit, c'est vrai, le soft power coréen est aussi une construction efficace, a su produire des productions qui plaisent à une demande. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres choses et je serais ravi d'en échanger avec vous. Ça, c'est le constat. Après, je pense, voilà, pour aborder ensuite une deuxième partie, c'est plutôt sur ce rapport à l'histoire. Pour revenir à la question centrale, c'était alors, est-ce que la Corée a tant changé que ça ou pas? Parce que, effectivement, je vous dis qu'entre ma première vie en Corée, entre 2009-2014, et puis ma nouvelle vie en Corée, eh bien, il y a toute cette question. Donc, le monde a changé, ça c'est sûr. Mais oui, la Corée a changé, mais est-ce qu'elle a tant changé que ça? Donc, je vous ai dit que je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans le monde qui étaient en adéquation avec la Corée depuis longtemps. Mais oui, la Corée aussi en transformation permanente. Et alors, pour revenir un petit peu justement sur l'histoire contemporaine de la Corée, qui va nous amener jusqu'à aujourd'hui. Donc, la Corée est en permanence en fait en transformation, en mutation. Peut-être un petit rappel, j'ai parlé tout à l'heure de la guerre de Corée, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment un peu le socle originel de ce que certains ont appelé un miracle économique, en tout cas cette poussée, cette obsession vers le futur. En fait, c'est un pays qui est obsédé par le futur, mais comme s'il fuyait aussi un passé, c'est-à-dire qu'on refuse aussi de voir le passé. Une symbolique qu'on a à Séoul, vous le voyez souvent si vous vous promenez. À Séoul, une grande partie de la ville a été détruite. On détruit des vieux immeubles et on reconstruit du nouveau en permanence. Il y a une espèce de rapport au passé qui est assez traumatique, parce que aussi ce passé justement récent, en tout cas du XXe siècle, est un passé traumatique entre la colonisation japonaise et puis ensuite cette guerre fratricide. Donc il y a une espèce de fuite de ce passé. Mais si on regarde donc l'histoire contemporaine de la Corée du Sud, donc depuis les années 50, on voit que c'est un pays qui en fait se transforme en permanence, mais il se transforme sous des stimulus extérieurs et surtout à travers des crises. En fait, les Coréens, et là on revient aussi à cette espèce d'accro à l'urgence, c'est un pays qui est, je dirais, accro à la crise. Les crises stimulent les Coréens. Alors, nous, par exemple, la tendance, souvent, quand il y a une crise, notre première réaction, c'est plutôt de se mettre, mettons-nous aux abris, on va attendre que ça passe, et puis on va réfléchir, et puis on va ressortir le nez dehors. Et quand on regarde l'histoire de la Corée, on voit que la Corée, au contraire, quand il y a une crise, ça remet tout le pays en ordre de marche, et ça galvanise le pays autour d'un projet. Si on regarde l'histoire. Donc j'ai parlé évidemment de la guerre de Corée, qui est plus qu'une crise, qui est un cataclysme. Je ne reviens pas dessus, mais après ça a déclenché cette dynamique extraordinaire des années 60-70 de haute croissance. C'était les plus hautes croissances qu'on n'a jamais vues de l'histoire. Depuis, seule la Chine a fait aussi bien. Mais à l'époque, c'était du jamais vu, cette frénésie de croissance, de haute croissance à tout prix. Voilà, ça nous a amené aux années 90, où là, on sait que la Corée commence à rentrer dans le club des pays, on appelait ça le tigre coréen, une success story qui commence à se rattraper les plus grands pays d'Asie. Et puis, il y a 1997, cette énorme crise financière, où là, la Corée s'effondre, comme beaucoup de pays d'Asie. Et beaucoup de grands conglomérats de chaebols sont endettés, ils ont des dettes gigantesques. C'était une crise majeure. On sait qu'il y a les images, à l'époque, tout le pays se mobilise. On sait que même les familles sortent les bijoux pour aller payer les dettes au FMI, puisque la Corée est obligée de se tourner vers le FMI pour sauver son économie. Eh bien, cette crise-là,
qui était dévastatrice, on voit que la Corée, après, à partir du tournant du siècle, rebondit plus fort. Donc la crise de 97 a redonné un push à la Corée. Ensuite, vous avez une autre crise 2008. Et là, le monde entier subit la crise des subprimes, etc. Tout le monde en prend pour son grade. Et évidemment, la Corée, qui est une économie très exposée au commerce mondial, souffre. Mais on voit là aussi les chiffres. La Corée fait plutôt partie des pays qui rebondissent le plus vite. Et après, vous avez les années 2010. J'appelle ça un peu l'été indien coréen. C'est commence à avoir la prospérité, c'est florissant, mais ça ronronne un petit peu. Mais bon, Dieu merci, nous avons une belle crise en 2020 puisque nous avons la pandémie, le Covid qui arrive. Et là encore, le Covid, crise mondiale qu'on a tous vécue avec chacun des difficultés. Tous les pays ont souffert, mais on voit que là aussi, la Corée a plutôt fait partie des pays qui a su assez bien gérer cette crise-là, ou en tout cas à sortir plutôt dans la tête du peloton dans ce moment de mobilisation. Donc en fait, ce pays a besoin de crise pour avancer. Et donc après, la question que je vais te poser maintenant, c'est what's next? Quelle est la prochaine crise? Quelle est la prochaine crise? Et ça nous amène à la troisième partie plus contemporaine que je voulais développer, c'est justement toujours cette question, est-ce que la Corée a changé? Je pense qu'aujourd'hui, la Corée fait face à d'énormes fractures, car la Corée change. La Corée change en permanence, comme on l'a décrit. Et je crois qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la Corée vit une crise politique intense depuis quelques mois. Vous savez qu'il y a eu cette imposition de la loi martiale par le président Yoon, et que c'est une crise qui n'est toujours pas résolue. On attend les jours qui viennent un verdict crucial pour l'avenir politique du pays et sur le sort du président en question. Donc la Corée vit des divisions internes très profondes. Donc on voit que c'est un pays qui est en transformation, qui est en mutation. Mais je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles la Corée aujourd'hui, au-delà de son soft power, fascine et on peut en parler d'une planète pali-pali, en tout cas que la Corée fait partie désormais de notre imaginaire, parce que je pense que la Corée, quelque part, est un peu un miroir déformant de notre modernité. C'est-à-dire qu'elle nous renvoie à nous des questionnements, parfois de façon caricaturale ou parfois de façon extrême. Mais il y a les questionnements de fond que beaucoup de nos sociétés modernes ou postmodernes se posent de façon très, très brutale. Et aujourd'hui, je crois que la Corée fait... Je suis donc revenu m'installer en Corée. J'ai refait des articles, des reportages dans le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, la Corée est en train de vivre des fractures. Est-ce que la Corée a changé ou pas? Je vais vous donner un petit exemple, une anecdote. Quand je suis venu la première fois en Corée, ce qui m'a beaucoup frappé, un petit détail de la vie quotidienne, c'est que vous vous baladez à 11h55 tous les matins dans les rues. Il y a des hordes d'employés. Tout le monde sort pour aller déjeuner. Et tout le monde déjeune exactement à la même heure. Dans les rues, dans les restaurants, c'est la queue, parce que tout le monde au bureau doit aller manger à la même heure. Et c'est donc à l'heure du déjeuner, vous avez des foules de gens dans la rue. C'est comme un seul homme, on va tous manger ensemble. Et bien, aujourd'hui, vous retournez en Corée, pareil à Gwanghwamun ou dans les quartiers des bureaux, c'est à peu près la même chose. Ça n'a pas tellement changé. Toujours à la même heure, tout le monde part en même temps. On ne peut pas aller manger un petit peu à l'heure qu'on veut, on va tous ensemble manger. Mais en même temps, ce qui a changé,
c'est que maintenant, quand vous allez à 17h55 prendre un ascenseur dans un immeuble de bureau, là, vous ne pouvez pas monter dans les ascenseurs parce que désormais, tout le monde s'en va du bureau exactement à la même heure. Et ça a changé, c'est une révolution. Parce que vous savez que la Corée, c'était la caricature du pays Stakhanovis, le pays où on travaillait longtemps, très tard le soir. On continue à travailler très dur dans certaines entreprises, mais il y a quand même une révolution ces dernières années. Désormais, la plupart des employés décident de partir vraiment à l'heure pile et on travaille beaucoup moins tard qu'avant. Donc c'est un petit exemple. En surface, tout semble pareil, mais en fait, on est en train d'assister à un changement de mentalité. Et je pense qu'en fait, la Corée est en train de vivre une révolution silencieuse, une révolution sous-jacente. Mais le problème, c'est que comme toute la révolution silencieuse, elle n'est pas dite ouvertement et elle n'est pas assumée pleinement. Et on est en train de vivre aujourd'hui, je pense, une société qui a beaucoup changé. Les nouvelles générations veulent autre chose. Mais la superstructure de la Corée, les élites coréennes, les dirigeants coréens, n'ont pas changé aussi vite. Donc il y a un décalage, un fossé gigantesque entre les aspirations des nouvelles générations et puis la superstructure, les élites, les dirigeants qui sont encore bloqués, assis sur des privilèges parfois, mais aussi des habitudes, des mentalités qui font que ce pays est grippé. Et la crise politique qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi le reflet de ça. C'est un espèce de blocage entre des dirigeants, des élites qui pensent encore de façon très anciennes, qui sont bloquées dans des vieux schémas, et puis des aspirations d'une nouvelle génération qui veulent autre chose, mais parce qu'ils sont plus jeunes, et parce qu'on est aussi encore dans une société sous-jacente confucéenne où on ne confronte pas directement les personnes plus âgées, plus respectées. Cette révolution, elle ne peut que se faire par en dessous ou par évitement. Alors, un thème qui, moi, me semble, par exemple, un symbole des fractures aujourd'hui de la Corée, c'est, peut-être, vous l'avez vu, ça fait la une beaucoup, c'est la crise démographique. La Corée du Sud, aujourd'hui, est championne de quelque chose, c'est le plus faible taux de natalité au monde. On est à taux de fécondité 0,7 enfants par femme, c'est-à-dire que c'est presque 2 fois moins que le Japon. C'est vraiment une chute spectaculaire. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on regarde les chiffres, on voit que le tournant, c'est vraiment depuis 2018 à peu près. C'est-à-dire que tout d'un coup, le vieillissement, c'est quelque chose de mondial. C'est un phénomène mondial. Et surtout en Asie de l'Est. On le voit dans toutes les grandes économies développées. On le voit même en Chine maintenant. À Taïwan, à Singapour, au Japon, bien entendu. Mais on voit que la Corée était dans ce trend. Et tout d'un coup, à partir de 2018, ça s'accélère. Et on voit que c'est en reflet avec les sondages sur la façon dont les jeunes voient la famille, le mariage, toutes ces valeurs qui étaient le socle d'une société, qui est une société très traditionnelle, aussi très machiste. Et cette chute de la natalité, pour moi, elle est, quand on parle aux Coréens, aux jeunes Coréens là-dessus, je vois que derrière, il y a 2 explications majeures. Il y a 2 fractures majeures. Il y a une première fracture qui est une fracture générationnelle. C'est-à-dire que les nouvelles générations ne veulent plus récupérer le package, je vais dire, laissé par les anciennes générations. Alors si on simplifie, on va dire c'est le package confucéen. Mais en tout cas, on veut plus de ce package, la famille, la façon d'élever la famille, l'éducation à tout prix, la compétition.
tout ce package-là fait désormais peur aux nouvelles générations. Il y avait récemment là, un sondage, je crois, la semaine dernière, ils ont une enquête qui a été faite sur les réseaux sociaux, sur les perceptions, par exemple, du mariage ou de la famille, avoir des enfants. Et en gros, 60% des posts en ligne associés à ce thème, c'est des posts négatifs ou de tristesse Donc, on voit que les nouvelles générations sont extrêmement réticentes à reprendre le modèle qui est au-dessus. Donc, une fracture générationnelle très forte, auquel s'ajoute une autre fracture désormais qu'on voit aussi, c'est une fracture parmi les jeunes, entre les hommes et les femmes. Alors certains parlent même de façon extrême de guerre des sexes, mais on a, dans cette société très machiste, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de tensions entre les jeunes hommes, les jeunes femmes. Il y a même des partis maintenant masculinistes qui reviennent au devant de la scène, qui contestent le droit aux femmes à demander plus de place dans la société. Et on sent qu'il y a un dialogue de sourds extrêmement fort qui est en train de se mettre en place actuellement et qui grippe là aussi la société. Et donc, aujourd'hui, vous avez des gouvernements qui disent aux jeunes, c'est votre devoir de faire des enfants, c'est votre devoir de faire une famille. Et beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui en Corée, en fait, sans le dire, elles font un peu la grève du mariage. C'est-à-dire que ma façon à moi de protester contre le système, c'est de refuser de rentrer dans le rang, dans le modèle qu'on me demande au-dessus, aux injonctions natalistes. Donc on a ici des tensions sous-jacentes qui sont très fortes. Et comme encore une fois, on est dans ce modèle confucéen, je pense qu'on ne fait pas, il n'y a pas eu de mai 68 en Corée. On ne fait pas le mai 68. Par contre, on fait des stratégies d'évitement. C'est-à-dire que on vit chez ses parents, mais on retarde le mariage, ou on vit toujours chez ses parents, on a toujours du respect formaliste pour la famille, mais on ne va pas forcément reprendre, on ne va pas, par ses comportements, on ne va pas reprendre le modèle légué au-dessus. Et ça, c'est tout ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et je dis révolution silencieuse parce que il y a bien sûr des activistes, il y a des gens qui se font entendre, mais globalement, ce sont des comportements de fond qui se voient ensuite dans les chiffres, effectivement, par exemple, de la natalité. Et je crois que ces tensions-là, donc fracture générationnelle et fracture sur le genre, comme on dit, eh bien, c'est aussi ça se reflète dans la crise politique actuelle, où aujourd'hui, vous allez voir aussi beaucoup, justement, autour de cet enjeu de la loi martiale, et vous allez avoir des mobilisations des jeunes, et notamment plus des jeunes femmes. Et vous avez autour du président Yoon actuellement des supporters, vous avez beaucoup de jeunes hommes qui sont très remontés et qui soutiennent le président. Et ça se recoupe, vous voyez, ces fractures-là de la société se recoupent aussi dans la crise politique aujourd'hui. Donc, je pense que, voilà, pour revenir à la question du début, voilà, est-ce que, puisque c'était l'idée de cette conférence, c'est de dire un peu le retour à Séoul pour moi. J'étais venu à Séoul en 2000, je m'étais installé en 2009 jusqu'à 2014, et puis après je suis revenu 2020. Et voilà, alors est-ce que la Corée a tant changé que ça? Je pense que la Corée est en train de changer très profondément, mais que ce changement est probablement au niveau de la société, mais qu'il n'est pas reflété dans la façon, dans la superstructure du pays. Et donc ça crée une énorme friction actuellement, une énorme tension dans le pays qui
se matérialise aussi par la crise politique. La crise politique aujourd'hui, vous avez tous ces dirigeants, tous ces partis politiques qui sont vraiment de la vieille école, et vous avez des jeunes qui ne s'y retrouvent pas du tout dans ces nouveaux partis. Alors vous allez me dire, tout ça vous paraît très familier parce que ce sont des choses que on voit dans beaucoup de pays et en particulier chez nous. Mais justement, voilà, la Corée aussi est dans ce sens-là un peu un miroir déformant ou parfois caricatural des grandes tensions qui traversent les sociétés développées du 21e siècle, les démocraties. Voilà, et justement la crise aujourd'hui mais est un test pour les institutions de la démocratie coréenne, qui est une des plus jeunes démocraties de la région. Et justement, est-ce qu'elle va arriver à réaffirmer ces institutions-là, ou est-ce que ces institutions vont être mises à mal par les décisions des prochaines semaines? C'est pour ça que la crise actuelle, le démon de la crise actuelle, va être un véritable test pour aussi l'image de la Corée. Et pour finir sur le soft power, pour finir cette image, c'est vrai que la Corée a connu ces dernières années un succès phénoménal sur le plan culturel et un soft power qui va continuer à se développer, je pense, j'en suis certain. Mais c'est vrai aussi que la crise d'aujourd'hui est un rappel un petit peu aussi des réalités de ce pays. Et c'est quelque chose il y a une espèce de contradiction entre l'attirance de beaucoup de toute la jeunesse du monde qui veut venir à Séoul, qui veut, qui veut, qui voit en Séoul une nouvelle échappatoire pour quitter des sociétés où ils ne se sentent pas à l'aise. Et en même temps, on voit qu'en Corée, il y a ce paradoxe que beaucoup de jeunes Coréens, eux, veulent émigrer, disent que la société dans leur pays est étouffante, vont utiliser des termes qu'on appelle le Hell Chosen, ça veut dire l'enfer coréen. Donc il y a cette grande chassée-croisée planétaire entre des jeunesses qui veulent venir en Corée et puis une jeunesse coréenne qui veut aller ailleurs. Ma foi, ce sont les contradictions de l'humanité depuis toujours, mais c'est là où justement la Corée est intéressante parce qu'elle nous travaille. Pourquoi aussi toutes les jeunes chez nous ont envie d'aller en Corée? C'est aussi le reflet de sans doute de nos contradictions, de nos difficultés, de nos sociétés aussi qui sont bloquées. Donc c'est pour ça que je pense que le sujet du soft power coréen, de la fascination pour la Corée, mérite beaucoup plus que simplement des revues sur le cinéma ou justement des groupes de K-pop et de l'entertainment. Derrière, je pense qu'il y a aussi des choses beaucoup plus profondes qui se jouent. Et, je pense que ça n'a pas fini de nous renvoyer des images contradictoires. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont venus en Corée et vont y revenir. Et ceux qui ne sont pas encore venus, je les encourage à y aller. C'est un endroit où justement on se confronte à des univers qui nous parlent de plus en plus, mais qui en même temps nous bousculent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un sorte d'aiguillon pour notre modernité aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais simplement revenir un peu sur cette idée. Voilà, est-ce que le monde est pali-pali? Je ne sais pas, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Mais en tout cas, c'était simplement une, euh, une hypothèse de ma part et je serais ravi de pouvoir continuer à échanger avec vous. Si vous avez des contradictions, des questions, et puis aussi, bien sûr, sur la situation en Corée aujourd'hui et sur d'autres sujets dont je n'ai pas parlé, j'ai essayé de centrer sur cet aspect plutôt du soft power, mais au plaisir voilà, de continuer la conversation avec vous. Merci beaucoup. 감사합니다. Oui, ben c'est effectivement la question qui tenaille beaucoup. Est-ce que c'est une mode qui va passer, la Corée? C'est la question que beaucoup se posent. Euh,
Bah, déjà, je pense que la Corée a accompli quelque chose qui... Il n'y a pas de retour en arrière parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans, la Corée n'était pas dans l'imaginaire. C'est-à-dire que les gens n'avaient aucune image attachée à la Corée, donc la Corée était hors. Quand vous n'êtes pas dans l'imaginaire, c'est très difficile d'exister. Mais maintenant, la Corée a fait une irruption en l'imaginaire, et pas seulement dans l'imaginaire, je veux dire, l'imaginaire mondial, parce que c'est vraiment nous, les Occidentaux, on est les derniers de la liste, on va dire, à se convertir à la Corée. Mais la Corée a commencé par essaimer, voilà, en Asie, en Chine, ensuite voilà, Moyen-Orient, maintenant c'est Amérique latine, États-Unis, Europe. Donc elle a réussi à s'installer, donc ça c'est un acquis, on ne perd pas ça. Après, on sait que c'est un monde de concurrence, d'autres pays vont surgir. Comme on le disait tout à l'heure, dans le monde des trends, dans le monde des tendances, on veut toujours du nouveau. Donc à un moment, on va se fatiguer un petit peu de la Corée, forcément, parce que des nouvelles générations vont vouloir autre chose. Mais je pense que quand même qu'il y a eu un socle pour beaucoup de jeunes, encore aujourd'hui. La Corée, c'est un petit peu, vous avez évoqué l'Amérique. Souvent, je dirais que, ouais, il y a eu le rêve américain, ça a été une génération avant. Actuellement, une nouvelle génération, les ados, c'est le rêve coréen. Parce ils se sont appropriés grâce aux outils digitaux. Ils sont allés le chercher, ils n'ont pas demandé à leurs parents. C'est quelque chose qui est venu, c'est leur chose à eux. Et ça, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie. Parce que même quand vos passions adolescentes, même quand vous grandissez, que vous avez une famille ou plus tard, enfin, vous vous souviendrez toujours de cet élan un peu initiatique. Et donc ça, je pense que c'est un investissement de long terme. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis très frappé maintenant à Séoul, je vois beaucoup de familles de touristes, notamment des Français, et on dit maintenant la Corée devient la mode parce que c'est un destination qui plaît à tout le monde, paraît-il. Les parents sont contents et les enfants sont contents. Parce que justement, enfin, c'est une destination où chacun s'y retrouve. Donc, vous voyez déjà comment la Corée, à un moment, était à la mode avec plutôt des ados pour la K-pop. Et puis maintenant, vous avez les familles. Et puis, on a aussi les seniors, les retraités. On sait qu'il y a de plus en plus qui sont passionnés par les dramas, qui viennent à Séoul pour voir les lieux de tournage des dramas de tous âges. Donc, on voit qu'il y a déjà un socle qui s'est beaucoup élargi. Maintenant, pour revenir au cœur de votre question, c'est évidemment l'enjeu de l'avenir de la Corée. C'est vrai que vous avez cité l'enjeu démographique. Je pense que c'est un enjeu majeur. Enfin, les chiffres sont spectaculaires. Vraiment, là, il y a un effondrement démographique depuis quelques années. Ce qui est frappant, c'est de voir à la fois comment les Coréens... En fait, on sait que la Corée on tombait à 38 millions d'habitants, devrait perdre presque 40% de leur population d'ici la fin du siècle si rien ne se passe. Donc on est vraiment sur des chiffres spectaculaires. Et effectivement, c'est frappant de voir que la Corée, quand on parle aux Coréens aujourd'hui, ils se sentent bien maintenant, c'est devenu une injonction politique, mais que la société reste a beaucoup de mal à faire face à ce défi. Parce que peut-être aussi, comme je le disais, que c'est le pays du pali-pali, donc quand vous expliquez que ce sont des enjeux de long terme, c'est plus dur de se mobiliser sur un projet de long terme. Donc la Corée n'a pas trouvé la parade et pour le moment les politiques, les hommes politiques, les dirigeants ont des injonctions, on va dire, volontaristes. Alors on commence à donner beaucoup d'argent aux couples pour avoir des enfants, mais on leur dit surtout faites votre devoir national, faites des enfants. Et c'est là où on voit le fossé générationnel. Les jeunes, ils ne veulent pas entendre ça. Les jeunes, ils aspirent à une vie plus détendue, ils aspirent à une vie où ils peuvent avoir plus d'individualité. Et donc, il y a un brouillage entre ce message qui vient de là-haut et puis ce que les attentes des nouvelles générations. Donc, la question, c'est quand ces nouvelles générations vont prendre le pouvoir. La Corée va peut-être changer beaucoup plus. Alors après, la grande question, c'est aussi, vous avez le modèle du Japon.
Toute la question derrière, c'est est-ce que la Corée va suivre le Japon? C'est la grande question. On sait que le Japon est sur un déclin démographique et que déclin aussi économique. C'est si on suit toutes les tendances, la Corée est sur ce même chemin. Mais après, là, très difficile à savoir pour l'avenir. Moi, je pense que la Corée, quand même, quand on regarde son histoire, contrairement au Japon, et aussi à cause de la taille, le Japon est vraiment une île, une, et une masse critique beaucoup plus importante, de 120 millions d'habitants, c'est beaucoup plus du double que la Corée. Et donc, le Japon a souvent pu vivre en vase clos depuis des siècles. La Corée, elle a toujours cherché à se protéger, mais on voit que dans son histoire, elle est très souvent ballottée par des pushs extérieurs. Et donc, elle a une capacité de réactivité. Donc, est-ce que les prochaines années, le siècle qui vient, va aussi lui imposer des chocs qui font que les Coréens ont aussi une capacité à réagir aux chocs extérieurs? Euh, c'est une question, on va voir. On n'a pas évoqué évidemment l'enjeu géopolitique, qui est aussi bon, qui reste quand même majeur, puisque la Corée du Nord, l'enjeu nucléaire nord-coréen, est là au centre de l'histoire de ce pays, mais continue de se renforcer et va être aussi un enjeu majeur pour l'avenir. Donc, moi, je pense que le soft power coréen maintenant est installé, ça sera plus la même nouveauté, mais que il va se réinventer parce que les gens viennent et ils vont chercher d'autres choses. Donc, maintenant, les gens viennent en Corée, ils s'intéressent à l'histoire de la Corée. Avant, ils ont commencé avec quelque chose peut-être de très pétillant, de très parfois superficiel, mais maintenant ils creusent. Donc la Corée est en train d'entrer dans nos imaginaires à nous aussi et nos références. La Corée, comme vous dites très bien, justement, ils ont su s'accaparer des choses des États-Unis, mais aussi de l'Europe, de l'Asie. La Corée, c'est le modèle bibimbap. Vous savez ce que c'est le bibimbap? On a un grand bol, on prend plein de choses, on mélange tout, mais on crée un truc nouveau. Donc en fait, tous les ingrédients, les Coréens ont cette force. Les Coréens, en fait, c'est, comme avait dit joliment quelqu'un, il dit, la Corée, c'est l'esthétique du remix. C'est-à-dire que en fait, les Coréens n'inventent rien à la base, mais ils ont une capacité et ils n'ont pas de, de- d'inhibition à prendre des choses de partout et à les repackager pour plaire à une audience, à quelqu'un. Et c'est ce qu'a très bien su faire la Corée en prenant, par exemple, dans la musique, ils ont pris les sons de Los Angeles, les meilleurs sons occidentaux, mais ils les ont refaits à une sauce qui pouvait plaire aussi à un public asiatique. Et ils ont été un peu un sorte de décodeur, comme un décodeur Canal+, vous amenez les sons de l'Occident à une audience asiatique. C'est ce qui a été une des façons pour la Corée d'exister. Et effectivement, on peut de l'extérieur dire oui, bah c'est une copie, c'est pas une création, mais ils ont créé quelque chose qui est voilà, qui va toucher ces populations-là, qui ont envie. Donc c'est à la fois exotique, mais c'est quand même familier. C'est de l'exotisme un peu balisé, et les Coréens savent faire ça. Et c'est une forme de créativité aussi qui est très justement, qui est là encore un reflet de notre époque, quoi. L'époque du remix aujourd'hui, qu'est-ce que c'est quelque chose d'original? Dans notre monde d'aujourd'hui, on n'arrête pas de tout remélanger, sans parler évidemment de l'arrivée de l'IA. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est foncièrement original? Ça devient une question. Eh ben, les Coréens, là-dedans, eux, ils n'ont pas trop de problèmes avec ça. Est-ce qu'elle a eu des difficultés? Je crois qu'officiellement, il y a eu 3 millions de morts. Et voilà, de côté, essentiellement des civils. Donc la guerre de Corée est une guerre oubliée, mais c'est quand même la première guerre chaude de la guerre froide. Et c'est la guerre qui a vraiment lancé la, la,
la guerre froide, et donc qui nous touche toujours. Et je rappelle, c'est une guerre qui n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'officiellement, on est toujours techniquement en guerre entre les deux Corées. Il y a juste un armistice. Euh, et aujourd'hui, ce qui est évidemment vertigineux, c'est que c'était en 1950, 53, et comme c'est un conflit qui n'a jamais été résolu, aujourd'hui on a ces deux sociétés coréennes. Enfin, la Corée existe depuis des siècles. La Corée est une nation depuis des siècles. Il y a eu évidemment des dynasties, des invasions, mais la Corée est une entité. D'ailleurs, vous le voyez géographiquement, c'est une péninsule. Donc il y a une entité géographique, il y a ce qu'on appellerait des frontières naturelles. Eh bien, à cause de cette guerre, ces deux sociétés se sont complètement séparées. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, elles ne se parlent plus du tout, c'est imputrescible. Il n'y a aucun endroit au monde comme cela où il y a une telle barrière. On ne peut pas envoyer, c'est pas comme par exemple pendant le mur de Berlin, vous pouviez quand même, de temps en temps, les Allemands de l'Est, de l'Ouest, ils pouvaient s'envoyer une lettre. C'était lu évidemment par la censure, mais on pouvait avoir des vagues contacts. Entre les Nord-Coréens et les Sud-Coréens, il n'y a rien. Et alors, c'est une expérimentation unique dans l'histoire parce qu'aujourd'hui, 80 ans plus tard, mais qu'est-ce qui reste de cette société, de ce peuple? Ils ne se parlent plus du tout. Et là, on passe à une autre étape, c'est que l'année dernière, en Corée du Nord, le leader suprême Kim Jong-un a même annoncé que désormais, la Corée du Sud était un pays ennemi. Et il a dit, c'est le plus important, il a dit c'est un pays. Et c'est notre plus grand ennemi. Alors, vu de chez nous, bon, bah oui, on a l'habitude, ce monsieur est souvent un petit peu, emporté. Ce sont des déclarations, mais c'est vital parce que cette décision, il l'a même installée dans la constitution de la Corée du Nord l'année dernière. Et le message, c'est un tournant historique dans l'histoire des Corées parce que ça veut dire que la Corée du Nord dit on ne veut plus d'unification. On ne cherche plus le but ultime de réunifier les deux Corées. C'était un espèce de rêve indépassable. Peu de gens y croyaient, mais jusque ces dernières années, c'était un petit peu l'objectif officiel des deux côtés. C'est on va un jour essayer de trouver une façon de réunir le peuple coréen. Désormais, Kim Jong-un dit c'est terminé, ça ne nous intéresse pas, on ne veut plus en avoir avec vous. Donc, pour répondre à ta question, au-delà des morts et des destructions dont j'ai parlé tout à l'heure, où vraiment c'est un pays qui était laminé, eh bien, on voit 80 ans plus tard, le résultat, c'est on a un peuple qui est complètement scindé en deux pays. Et désormais, vous parlez aux Sud-Coréens, les jeunes Sud-Coréens, ils ne veulent plus rien entendre parler de la Corée du Nord. Et ils sont là à dire, mais je veux plus, ce sont un autre pays, ça ne m'intéresse pas. Ce sont peut-être des adversaires, mais en tout cas, je ne veux pas en entendre parler. Et donc, on est arrivé à... C'est une nouvelle expérimentation dans l'histoire où comment on peut vraiment séparer deux peuples, donc au bout de 80 ans. Donc, mais là, la question reste, est-ce que c'est définitif? Ou bien est-ce qu'on va encore avoir un virage de l'histoire dans les années à venir où peut-être qu'ils vont quand même essayer de se reparler, mais actuellement, on a vraiment arrivé à un stade où on peut séparer un peuple de façon visiblement définitive. Bah, lui, je pense que ce qu'il veut surtout, c'est peut-être mourir dans son lit. C'est-à-dire, il veut surtout survivre. Donc il n'a pas forcément intérêt à déclarer guerre, mais néanmoins, on sait qu'il a actuellement envoyé des soldats en Russie. Donc il a envoyé des milliers de ses soldats lutter aux côtés de Vladimir Poutine contre les Ukrainiens. Donc on voit une capacité à se projeter au-delà des frontières de la Corée c'est une nouveauté dans l'histoire de la Corée. Le régime nord-coréen est normalement un régime autarcique qui n'a jamais voulu s'intéresser à autre chose. C'est un régime ultranationaliste qui n'a jamais voulu s'intéresser à d'autres conflits ailleurs. Donc cette décision du leader suprême d'envoyer des troupes en Russie,
c'est là aussi un tournant dans la doctrine nord-coréenne. C'est l'idée que désormais on peut faire partie d'un jeu global. Et donc ça ouvre des questions aussi sur ses intentions futures. Mais après, c'est vrai qu'en Corée, sans doute, il gronde souvent des menaces. Son intérêt, c'est d'abord de survivre, de maintenir son pouvoir. Euh, donc, est-ce qu'il aurait intérêt à déclencher un conflit? Sans doute pas. Ça serait sans doute suicidaire, surtout si la Corée du Sud a un allié comme les États-Unis. Mais encore une fois, aujourd'hui, on voit que les alliances avec les États-Unis dans le monde, on le sait, on le vit en Europe aussi, sont remises en cause. Donc on est à une période où beaucoup de questions peuvent se poser et les Sud-Coréens se posent des questions. Vous savez qu'il y a un débat en Corée du Sud aujourd'hui qui est revenu sur le développement de l'arme nucléaire, qui est en train de revenir sur le tapis, parce qu'il y a ce contexte avec le président Donald Trump notamment derrière. Donc beaucoup de choses sont désormais envisageables. C'est aussi une situation, effectivement, il y a cette tension, mais c'est un système aussi, le système, le système l'emporte toujours. Donc vous êtes face à une pression du groupe normatif, il faut faire partie du groupe, et s'il y a des individus qui veulent être différents, mais moi justement ça m'a frappé sur l'enjeu démographique. Récemment j'avais fait un reportage, un article, j'étais allé interviewer des jeunes dans des universités, et des garçons, des filles qui disaient, et notamment on leur demandait s'ils voulaient avoir une famille, etc. Et il y en avait plusieurs, beaucoup qui disaient, moi j'aimerais bien avoir une famille, mais presque tous disaient, mais en fait en Corée, franchement, avoir une famille, c'est tellement de pression que j'ai pas envie, donc si j'ai une famille, je vais partir à l'étranger. Mais c'était vraiment la majorité qui disait ça. Donc c'était cette idée que si je veux avoir une vie à mon aspiration, comme je l'imagine en tant que jeune avec des idées, des idéalismes, il faut que je trouve une porte de sortie. Et comme vous dites, la réalité, c'est que on le sait tous, on a tous envie d'avoir des portes de sortie, mais la réalité de la vie, la réalité économique, affective, familiale, fait qu'on c'est pas facile de partir à l'autre bout du monde, sans parler des visas. Enfin, la réalité, c'est qu'il y en a qui le font, mais que la majorité ne peut pas le faire ou revient au pays parce que il n'y a pas d'autre solution. Donc, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est dans ce modèle-là, il n'y a pas beaucoup de zones grises où on peut inventer sa propre, son propre trajectoire. C'est qu'il y a un package, ou en tout cas les gens ont le sentiment que si je fais, beaucoup de jeunes vont dire, moi je veux pas que mon enfant vive ce que j'ai vécu. Mais à la fin, on voit que les dépenses, par exemple, d'éducation privée sont les plus fortes du monde, la Corée. C'est-à-dire combien les parents dépensent en académie, en cours privés du soir, c'est les plus gros du monde, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Ça a été encore record en dernier. J'ai vu un chiffre l'autre jour. Désormais, je crois que la moitié des enfants au jardin d'enfants, en dessous de 6 ans, vont à des cours privés. Donc ça veut dire que ce phénomène-là, malgré les aspirations de la société, continue de se développer. Donc il y a une tension, je crois, et c'est pour ça que beaucoup de Coréens souffrent en ce moment, ont beaucoup de difficultés, parce qu'il y a de plus en plus d'aspirations chez les jeunes à autre chose, mais il y a ce modèle, ce système dont je disais, qui est toujours là, structuré, et ce modèle il vient de là-haut, mais c'est aussi qu'il est intégré, parce qu'on a l'impression que si j'ai un enfant, si je le mets pas au cours privé, il va décrocher, et puis après il va être un laissé pour compte. Comme tous les autres se préparent déjà à entrer dans les meilleures universités dès l'âge de 6 ans, qu'est-ce que je fais? C'est un dilemme pour les parents. Donc il y a beaucoup de tensions et je pense de souffrance aussi derrière ça, parce que il n'y a pas beaucoup d'options, et si toute la société va dans ce sens-là,
eh ben, le risque, c'est d'être décroché. Donc il y en a qui font ce choix selon leurs idéaux, mais c'est très minoritaire. Je pense évidemment il y a beaucoup de choses, mais je crois que fondamentalement, évidemment, il y a la production culturelle. Le cinéma coréen était déjà puissant en France, mais parmi les aficionados, comme on dit, il y avait des gens qui aimaient le cinéma coréen, mais c'était avant-garde, c'était une minorité. Je crois qu'il y a eu des succès de grand public, que ce soit Parasite pour le film, ou les BTS pour la musique, ou Blackpink, des phénomènes mondiaux qui ont permis de rendre ça mainstream. Mais je crois que pour moi, la vraie révolution, et c'est pas que en France, c'est les contenus par les réseaux sociaux, les contenus par YouTube, les contenus par les canaux digitaux, qui ont fait que les ados, les jeunes, se sont abreuvés de ça de façon très naturelle et très intuitive sans que personne ne leur dise. Et, et ça, c'est venu de façon souterraine en fait. C'est pas, je pense, un moment décisif, ça, c'est venu par en dessous. Et je pense qu'après, c'est les parents qui se réveillent, qui disent mais qu'est-ce qui se passe là, mes enfants Enfin, moi, je me souviens, j'avais fait, quand j'avais sorti ce petit livre, j'avais fait une conférence à Lyon, mais c'était il y a 7 8 ans. Et je me souviens qu'une maman était venue me voir et dit écoutez, je suis venu, j'ai acheté votre livre, mais je viens vous voir, mais c'est simplement parce que j'essaie de comprendre ce qui arrive à ma fille. Parce que ma fille se met à apprendre le coréen toute seule, et je ne comprends pas d'où ça vient, je lui ai jamais parlé de la Corée, je ne sais pas. Et c'est ça, c'est l'appropriation de ce contenu qui ensuite, maintenant, on a l'effet que ça remonte sur les parents, les générations au-dessus, et ça devient ce qu'on appelle mainstream. Et maintenant, voir des cinémas coréens, voir des séries coréennes, c'est quelque chose qui n'est pas simplement une niche. Après, il y a des phénomènes qui ont aidé. Je pense que le Covid a été majeur pour ce qu'on appelle l'effet Netflix. C'est-à-dire que ça a coïncidé. On était tous en confinement. Tout le monde a regardé beaucoup plus de contenu en ligne dans le monde entier. Et à ce moment-là, il s'est trouvé que Netflix, il y a eu l'effet Squid Game. Netflix a énormément investi sur la production de séries coréennes. Et ça a créé aussi une explosion. Et maintenant, on voit à Séoul, en fait, tous les gens qui étaient pendant le confinement ont regardé des séries coréennes. Maintenant, ils viennent tous à Séoul pour voir le décor de la série, en fait. C'est-à-dire que l'imaginaire est entré pendant le confinement. Et une fois qu'on a cet imaginaire, on veut aller le voir en vrai. Donc c'est comme nous avant, on a tous vu des films de Scorsese à New York, et ben on veut un jour aller à New York, et après on va à New York, on a l'impression qu'on est dans le décor, on a l'impression qu'on a déjà été là. Et maintenant, je pense que pour beaucoup de gens, ils arrivent à Séoul, il y a une familiarité, parce qu'il y a les décors, il y a les restaurants, il y a les ambiances qu'on voit dans les dramas, même si c'est pas la vraie vie, les dramas. Attention, mais ça aide beaucoup à entrer à vouloir ensuite savoir plus. Donc je pense que il y a il y a une convergence de choses, mais il y a cet aspect sous-jacent du contenu qui a pu toucher de façon très très large, comme une marée, quoi. C'est une marée souterraine et que les décideurs ont mis du temps à voir parce que ça venait d'en dessous. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous rencontrer, au plaisir d'échanger à l'avenir. Au revoir.